écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Peut-être des mots que vous avez déjà entendus, surtout si vous avez un enfant aux prises avec un trouble d'apprentissage. Pour nous parler davantage de ces troubles et des conséquences sur les enfants, je m'entretiens avec le docteur Ashley Wazana, pédopsychiatre à l'Hôpital général juif. Docteur Wazana, expliquez-nous ce qu'est un trouble d'apprentissage. Donc, un trouble d'apprentissage est quand une personne, un enfant bien sûr dans notre milieu scolaire, mais un adulte aussi, parce que les adultes le maintiennent aussi dans l'âge adulte, n'arrive pas à atteindre le potentiel que l'on sait qu'ils ont d'apprendre. Et c'est un potentiel que l'on a établi à travers des moyens, souvent d'évaluation psychologique, où on peut quantifier même le potentiel intellectuel qu'une personne a. Donc, quand il y a un écart significatif et assez précis entre le potentiel et la réalité, donc l'actualisation de l'apprentissage. Et cela en ayant écarté plusieurs autres facteurs. Parce que, disons, un enfant ne va pas à l'école, il serait difficile d'apprendre, même si l'enfant a un potentiel. Ou si un enfant a un problème de surdité ou un problème de vue qui n'a pas été accommodé. Aussi, si un enfant a un problème d'attention, par exemple, ou un problème d'anxiété ou de préoccupation, donc l'enfant est en classe, mais n'est pas vraiment présent pour l'apprentissage. Bien sûr, un problème même du langage, un problème si l'enfant déménage en Chine, ne connaît pas le chinois, aura du mal à atteindre les normes d'apprentissage en chinois sans avoir tout autant un problème d'apprentissage. Donc il faut qu'il y ait aussi, on ait écarté beaucoup de ces autres facteurs qui pourraient nous confondre dans nos conclusions. Alors, quelles sont les causes de ces troubles d'apprentissage et donnez-nous quelques exemples de troubles d'apprentissage? Donc, les troubles d'apprentissage sont vraiment tous les domaines que l'on peut quantifier dans le monde de l'école. Ça veut dire la lecture, l'écriture, les calculs, le dessin, l'organisation visio-spatiale, tout ça. Tout ça, ce sont des différentes parties du cerveau qui sont appelées à être impliquées dans ces efforts. Et donc, on parle d'un écart dans la capacité que notre cerveau a de rendre un peu répondre aux attentes, à faire des mathématiques, tout simplement à pouvoir lire ou à écrire. Et les causes sont très complexes. Il y a bien sûr la matrice du cerveau à travers laquelle tout se passe, mais il faudrait s'entendre que ce n'est pas nécessairement des causes qui sont juste entièrement héréditaires. On peut avoir des problèmes au niveau d'acquisition, on peut avoir une exposition prénatale, on peut avoir des infections, on peut avoir une hypoxie à la naissance, on peut avoir aussi beaucoup de problèmes d'exposition à la consommation. Donc il y a beaucoup de facteurs qui pourraient être aussi dans la grossesse, même dans la période néonatale, seront des facteurs donc multiples qui pourraient atteindre l'organe du cerveau qui est vraiment la place à travers laquelle l'apprentissage se passe. Alors il y a une espèce d'atteinte neurologique, là, si je comprends bien. Oui, il n'est pas toujours évident de préciser exactement la localisation et de localiser précisément où ça se passe dans le cerveau, mais on sait que certaines régions sont appelées plus à être utilisées, par exemple dans la lecture ou dans la conversation. Donc, ce seraient des atteintes, mais qui ne sont pas toujours très spécifiques. On ne parle pas de lésions précises. Bien sûr, on peut avoir ensuite développé toutes sortes de maladies où précisément le cerveau est atteint, et là aussi on pourrait avoir d'autres troubles d'apprentissage qui viennent. Est-ce que ces troubles-là, Dr. Wazana, sont très communs? C'est assez plus commun qu'on ne le pense, surtout parce que dans le passé, il n'y avait pas nécessairement les ressources pour les identifier, ni les ressources pour les soigner, ce qui veut dire qu'un enfant qui avait du mal, qui redoublait ou qui avait un curriculum adapté, n'avait pas nécessairement
bénéficier des évaluations pour qu'on puisse nommer précisément qu'il y a un trouble d'apprentissage. C'était comme sous-entendu. Beaucoup de personnes qui quittent l'école tôt, beaucoup de personnes qui finissent pas l'école ou qui se retrouvent dans des cheminements particuliers d'apprentissage, bien sûr ça pourrait s'expliquer pour d'autres raisons, mais aussi ce seraient des troubles d'apprentissage. C'est quelque chose qu'on retrouve à travers toutes les cultures, tous les continents. Ce n'est pas précis à un mode d'éducation ou des attentes d'enseignement, mais c'est certain que aujourd'hui, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'enfants identifiés du fait que les ressources sont plus disponibles en classe et même dans les cliniques en dehors des cliniques privées ou même en santé mentale pour évaluer ces enfants. Est-ce que 6% de la population serait un chiffre qui, selon vous, serait fidèle à la réalité? Parce qu'on peut lire cette statistique-là qui circule amplement. Oui. Vous savez, on pourrait s'attendre peut-être que ce soit le minimum, par exemple, parce qu'il faudrait dire 6%, il faudrait voir est-ce que tout le monde a pu bénéficier d'un regard. Parce que les statistiques sont acquises de différentes façons. On peut prendre un échantillon d'une centaine de personnes et dire on va tous les tester. On peut regarder dans une école quel est le pourcentage d'enfants qui ont un tel diagnostic attribué. Et donc, cela dépend beaucoup de l'identification de l'enfant, de l'évaluation de l'enfant. Donc, faudrait se dire que ce qu'il y a actuellement serait sûrement un minimum, mais on est sûrement de moins en moins loin de ce qui serait le taux actuel. D'accord. Comment faire pour aider son enfant qui aurait un trouble d'apprentissage? Est-ce qu'on peut traiter cette situation-là? Donc, la première chose, bien sûr, c'est l'identification. Donc, on a besoin de reconnaître les différentes façons qu'un enfant peut nous manifester de telles difficultés. Ce serait des fois, même avant l'entrée à l'école, une curiosité ou un manque de curiosité, des éléments plus académiques, de l'apprentissage, l'écriture, la lecture, les chiffres. Après ça, c'est aussi regarder comment l'enfant accueille l'entrée à l'école, comment est-ce que l'enfant avance au niveau de l'apprentissage, comment l'enfant se compare à d'autres enfants. Et puis regarder un peu comment est-ce qu'il nous revient de l'école, avec quel genre de plaisir ou peut-être le contraire, beaucoup de stress, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de découragement. Donc on a aussi besoin de voir qu'est-ce qui pourrait expliquer quand l'enfant rentre de l'école avant même qu'on commence à avoir les premiers rapports, quel plaisir ils peuvent avoir. C'est quelque chose. Après ça, bien sûr, on a tous les premiers bulletins où on n'est pas en train de regarder. On regarde qu'il y a dans certains domaines où un enfant performe très bien et d'autres vraiment en retard par rapport à ce qu'on se serait attendu. Donc il y a quand même cet aspect de l'identification assez rapide parce que ça peut causer un désintérêt. On peut avoir des enfants qui commencent à dire bon, si je suis pas bien académiquement, je peux être bien dans d'autres choses. Donc je peux être bon à faire des mauvais coups plutôt qu'être bon à faire des bons coups. En tout cas, toutes sortes de problèmes que. Puis après, on commence à avoir de l'anxiété, on ne peut même plus aller à l'école, et puis on évite l'école, et puis on ne sait pas c'est quoi au juste. C'est pas juste. Des fois, c'est bien sûr, il y a d'autres facteurs à l'école qui pourraient être dérangeants et décourageants, mais il faut vraiment être certain que c'est pas juste le milieu de la classe qui ne devient pas intimidant et que l'enfant n'a vraiment pas envie de parler ou apprendre, parce que c'est juste trop. C'est l'enfant qui reste silencieux, qui répond pas aux questions, qui lève pas la main. Qui dérange pas, mais ça peut devenir assez problématique de pas déranger. Et il y a en effet, une fois que l'enfant est identifié, là on peut commencer à voir quel genre de stratégie on peut utiliser dans la classe, dans l'apprentissage, dans le contenu, dans le soutien. Il y a avec le tutorat, à la maison, à l'école. Donc il y a beaucoup et puis il y a du travail individualisé pour travailler, même des accommodements qui se font. Il y a des choses si l'enfant a des difficultés dans l'écriture, il y a des outils qui peuvent être mis en place. Donc il y a de plus en plus de ressources. Alors il y a moyen de vivre avec un trouble d'apprentissage. Oui, un trouble d'apprentissage n'est pas du tout un obstacle à avoir une vie satisfaisante, heureuse, épanouie. Il faut bien sûr être certain qu'on ait réussi à
trouver les moyens de travailler avec et de se diriger dans nos forces. On n'est jamais sans force. On en a beaucoup de talent et dans les espaces où on est plus mis à l'épreuve, avoir les ressources et l'adaptation nécessaires. Mais les enfants avec des troubles d'apprentissage deviennent des adultes qui peuvent avoir des troubles d'apprentissage, mais dans les milieux de travail et d'intérêt et de vie sont tout simplement auto-sélectionnés par rapport à ce qui leur convient et ceux dans lesquels ils se retrouvent très compétents. Vous venez d'entendre le docteur Ashley Wazana, pédopsychiatre à l'hôpital général juif. Si vous constatez que votre enfant vit des difficultés comme celles décrites par le docteur Wazana, il serait bon d'en parler à son enseignant. Il est recommandé de consulter un médecin ou un neuropsychologue pour un diagnostic. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentrewest.ca balado.ciuscentrewest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre Santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre Santé.